En fait, si tu veux, il y a beaucoup de pistons quand même dans ce milieu-là. Ouais, puis toi, tu partais de zéro. Moi, je pars de zéro, Mm. et ceux de mon entourage qui ont eu des postes, des beaux postes, ce sont ceux qui, comme moi, ont gagné ces espèces de concours organisés par les médias pour les étudiants en journalisme. Sinon, bah, c'est comme dans Ça la remet un peu musique, d'équilibre. ça remet un peu d'équilibre. Sinon, eh ben, c'est effectivement le réseau papa-maman. Il y a beaucoup de journalistes, d'étudiants journalistes qui sont Fils de. des fils d'eux. Les Duhamel, non, il n'y a pas un truc. Bah, la dynastie Duhamel, évidemment, qui est la plus presque caricaturale de ça. Mais moi, j'ai traîné dans les rédactions avec des fils de journalistes célèbres qui décrochent plus facilement des stages. Parce qu'en fait, ce qui est difficile, c'est d'avoir des stages. En fait, le diplôme, ça reste. Bah, le diplôme, il si faut tu veux, l'avoir, mais ça suffit pas, quoi. il faut l'avoir. Si tu l'as pas, c'est vraiment mort. Aujourd'hui, hein, il y a 30 ans, tu pouvais faire du journalisme en n'ayant pas fait d'études de journalisme. Aujourd'hui, c'est très difficile. Mais les gens comme moi qui n'ont pas le réseau, il faut qu'ils trouvent un moyen d'accéder à ces rédactions. Effectivement, c'est pas évident. Alors après, les rédactions en presse quotidienne régionale sont parfois plus accessibles. Et encore, ça reste quand même très difficile de se faire une place. Quand tu es un journaliste, surtout dans des rédactions locales, mais pas que d'ailleurs, hein, mais il y a un réseau d'informateurs à avoir, des sources. Et donc, tu passes ton temps à entretenir ce réseau. À entretenir ce réseau, ça, c'est pour la version, tu vois, soft, mais ça veut dire boire des coups avec des types, hein, en fait, essentiellement. Ça fait partie du boulot. Moi, j'étais dans un... Mais toi, tu échanges, Ouais, grosso modo, hein, des infos. Ouais. Mais eux, qu'est-ce qu'ils ont à y gagner? grande question. On te donne jamais des informations par altruisme. Les gens qui te donnent des informations, quelle que soit la rubrique où tu bosses, ils ont une idée derrière la tête. Donc ça peut être... il faut le savoir. Il faut savoir quel but poursuit ta source quand il te donne une information. Ne serait-ce que pour en voir la subjectivité. Ouais, puis pour essayer, pour imaginer quel intérêt il a, et donc quels intérêts il sert. Les siens, ceux, tu vois, d'une marque, quand c'est un attaché de presse, par exemple, un attaché de presse d'un artiste. Quel intérêt? Bah, ça peut être pour se pousser du col, ça peut être pour le plaisir de voir une information qu'on a donnée dans le journal le lendemain et trouver ça grisant. Ça peut être pour faire avancer sa carrière dans le domaine du journalisme judiciaire que je pratique. Ça peut être, tu vois, pour faire parler pour faire avancer sa carrière. Certaines sources policières ou judiciaires, ça leur permet de montrer les affaires sur lesquelles ils ont eu des succès et donc de faire parler d'eux dans le landerneau, dans le microcosme. Des avocats. Donc c'est pas juste boire des coups, leur payer des coups, c'est les brosser dans le sens du poil. Alors c'est boire des coups pour avoir leur confiance et ensuite, évidemment, c'est une façon pour eux d'avancer leur pion. Mais nous, ensuite, quand on est un bon professionnel, ça ne veut pas dire qu'on donne un micro ouvert à ces gens-là. Un avocat, par exemple, qui va te donner des informations parce que ça va dans le sens de la défense de son client, c'est très bien. Toi, ça te permet d'avoir accès à des informations, mais en face, tu vas confronter des arguments contraires à sa théorie, à sa défense. Ouais. Donc c'est comme ça que tu arrives, tu vois, quand même, à garder une forme de déontologie et une forme de distance avec tes sources. Ouais, parce qu'en fait, c'est ça qui me vient en tête de prime abord, c'est que quand tu vas rencontrer quelqu'un ou quelqu'un va avoir plein de biais dont toi, tu n'as pas conscience forcément sur le coup, pour prendre de la distance, ça doit être hyper compliqué, sachant que tu as vraiment affaire, c'est pas péjoratif forcément dans ma bouche, mais au tout venant. Ouais. Y voir clair, enfin toi, trouver la bonne distance. Alors, en plus, je suppose que c'est pas pendant, parce que pendant, tu vis les choses, la personne, tu peux pas vraiment l'orienter, enfin tu vas pas lui faire un questionnaire, quoi. Tu es obligé quand même d'y aller un peu. Et toi, tu sais ce que tu cherches. Si je rencontre une source sur une affaire, je sais les informations qu'elle est susceptible de me donner. Si je rencontre l'avocat d'un mis en cause, il va me donner des éléments qui vont dans le sens de l'innocence de son client. Ouais. Sauf que pour compléter ce qu'il va me dire, je vais aller chercher des sources policières ou auprès du parquet qui vont aller dans le sens de sa culpabilité. Et donc le jeu, il est celui-là. Il est d'arriver à satisfaire tout le monde
dans mon réseau pour pouvoir avoir accès à ces informations-là. Et ensuite, l'équilibre, je le trouve dans la façon de rendre ces informations pour le public au moment d'écrire mon article. Et est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'être confronté à des personnes dont tu savais qu'elles avaient des informations qui pourraient t'intéresser et pas du tout réussir à arriver à ça? Ou est-ce que les gens parlent? Je pense que les gens parlent, non? Les gens aiment parler. Les gens aiment parler d'eux. J'en suis un excellent exemple. Tu sais, des fois, on me dit « Ah, tes entretiens et tout, c'est sympa. » Et je disais « Mais en fait, moi, j'adore j'adore parler aussi. Hein. Mais j'aime trop aussi que les gens me racontent leur vie. » Et je me suis dit que le meilleur moyen pour que les gens me racontent leur vie, c'était de les filmer. Parce que sinon, enfin là, je te pose des questions, jamais j'aurais osé te les poser sinon, quoi. Bah, toi, c'est un biais que tu as trouvé pour engager la conversation. Il y a d'autres gens qui se livrent encore plus facilement ou qui... Dans mon métier, j'ai été confronté souvent quand même à des gens qui vivaient des traumatismes. Hein. Dans le journalisme judiciaire, on est confronté à des gens qui traversent des drames. Et donc, il m'est arrivé, tu vois, de devoir taper à la porte d'une mère endeuillée, de quelqu'un qui venait de perdre un proche, d'un voisin qui connaissait un tel, qui s'est fait tuer, etc., etc. Enfin, c'est la vie d'un reporter de faits divers, de rencontrer des gens qui sont traumatisés. Et c'est des gens qui, à un moment ou un autre, pour une raison ou une autre, plus exactement, même si c'est le pire moment pour les cueillir, vont avoir envie de se livrer, y compris à un inconnu. Peut-être parce que, voilà, pour déverser ce trop-plein d'émotions, peut-être, je ne sais pas. C'est un peu ce qu'on a reproché aux différents journalistes qui sont un peu jetés comme, comme on dit, la misère, la vérole sur le bas clergé ou la misère sur le monde dans l'affaire du petit Grégory. Mais il disait qu'ils étaient aussi, vraiment, les gens avaient envie de parler. Alors peut-être qu'ils ont vraiment toqué à la porte de façon insistante. Ouais. Mais alors c'est une autre époque, hein, l'affaire Grégory. C'est une époque où... ça donne pas une idée non plus très non, pas très positive. Mais aujourd'hui, rien de ce qui s'est passé dans l'affaire Grégory ne serait possible. En tout cas, certainement pas dans ces proportions. À l'époque, les journalistes rentraient... 84 Ouais, non, 82. J'aurais dit 80. Ouais, bon. Enfin, j'ai un petit doute. En tout cas, c'est au début des années 80. À l'époque, les journalistes pouvaient rentrer sur les scènes de crime, par exemple. C'est quelque chose qui n'est absolument plus possible aujourd'hui. Le juge Lambert, il accueillait des journalistes dans son cabinet d'instruction. Aujourd'hui, c'est quasiment impossible de rentrer dans un cabinet d'instruction. Mais c'est aussi l'affaire qui a permis de modifier les choses, non? Je pense que oui, mais probablement que ça a eu un impact. Mais de toute façon, il y a aujourd'hui... Les sources se protègent aussi davantage. Le juge Lambert, ça s'est mal terminé pour lui. C'est le juge Simon qui a récupéré derrière. Oui, c'est ça. Mais il y a une malédiction, parce que lui aussi est mort, je crois, il est mort il n'est pas mort de la même manière, mais d'un cancer. Je ne me rappelle pas exactement. Ouais. Enfin, l'affaire, là, comme tous. De toute façon, c'est une affaire, oui, qui traîne beaucoup de cadavres. Mais si tu veux, aujourd'hui, il y a quand même il y a une déontologie... Au niveau des sources? Ouais, les sources se protègent aussi, font très attention. Les journalistes, eux, je pense que personne n'a envie de se retrouver dans la position dans laquelle se sont retrouvés certains journalistes de l'affaire Grégory. On est déjà dans une matière qui est sensible, si tu veux. Donc il n'y a pas besoin d'en rajouter. Par exemple, tu n'as pas vu dans la presse les photos de l'intérieur de la rédaction de Charlie Hebdo. Ces photos-là, on les a, nous, les journalistes. Moi, j'ai travaillé beaucoup sur le terrorisme. J'ai eu très tôt les photos de l'intérieur de la rédaction de Charlie Hebdo. On s'est interdit, je me suis interdit, on s'est interdit, parce que je n'étais pas le seul à les avoir, de les publier. Qu'est-ce que ça apporte, à part de montrer l'horreur qu'on s'imagine déjà très bien?
Oui, mais moi, j'ai pas envie. En vrai, je suis d'accord avec toi. Mais en même temps, moi, j'ai pas envie qu'on m'infantilise. Par exemple, tu vois, j'ai les photos de l'intérieur du Bataclan, Ouais, mais je les ai pas parce que je voulais à tout prix les voir, tu vois. Bon. Mais parce que justement, on me les cachait et t'as ça me raison. rendait dingue. Mais ça veut dire que ce que tu dis là est tout à fait vrai, mais ça prouve qu'il n'y a pas de bonne réponse à ce genre de questions. Et la déontologie des journalistes, elle est, si tu veux, il y a le cadre de la loi euh, en matière de respect de la vie privée, en matière de diffamation, etc. Mais la loi ne répond pas à ce genre de questionnement. Donc c'est à toi, à ton niveau de Mm. journaliste, de dire qu'est-ce qui est du domaine de l'information, qu'est-ce qui est du domaine du voyeurisme, à partir de quand je cache des choses, à partir de quand je préserve les gens de choses inutiles ou trop privées, etc. Sachant qu'ils sont en position de vulnérabilité de par toi, ton statut, ce à quoi ça peut être attaché, Ouais, mais aussi parce qu'ils traversent, comme tu l'as dit, des moments qui bien peuvent être sûr. difficiles. On protège parfois les gens d'eux-mêmes hein, dans ma profession. Il y a des gens qui m'ont donné dans des interviews des choses qui auraient pu être des super titres, tu vois, des accusations très fortes, et où je me suis retenu de les écrire parce que ça pouvait leur porter préjudice à partir du moment où ils n'étaient pas capables de prouver ce qu'ils racontaient, Mais ça par doit quand même exemple. vachement donner un sentiment de puissance. Enfin, Ouais, tu peux te laisser griser, quoi. ouais, je l'ai jamais ressenti tellement comme ça. D'être Euh, aussi au cœur. bah, si tu veux, quand tu es journaliste, la puissance, c'est les policiers, les magistrats qui l'ont. C'est eux qui Hmm, peuvent prendre des décisions. Moi, je reste quand même un petit rapporteur, quoi. hmm. Il C'est se le nom passe. d'un journal, ça. C'était le nom d'une Hmm. émission où officiaient notamment Pierre Desproges, Ok, Jacques Martin et Daniel ça me disait Prévost. quelque chose. Ouais. Euh, et Pierre Desproges, qui était d'ailleurs un journaliste de faits divers à l'Aurore. Joseph Kessel, Camus, Ouais. il y en a beaucoup qui ont commencé dans le fait divers. Euh, et non, j'ai pas le sentiment. J'ai jamais eu ce sentiment de toute puissance. Je pense que quand tu es journaliste politique, par exemple, tu façonnes davantage l'opinion que Hmm. quand tu es journaliste de faits divers. C'était pas forcément dans ce sens-là, mais c'était avoir accès à des choses et une responsabilité, en fait. À la Oui, fois un accès et une responsabilité. oui. Ah, la responsabilité, ça, on l'a, ouais. Ouais, Hmm. ouais. On est bien obligé de. On sait, tu vois, que voilà, une information sur un fait divers qui a une grande résonance auprès de l'opinion publique, comme un attentat, bah forcément, Hmm. ça va avoir des conséquences. Et donc, ne pas publier l'intérieur de la rédaction de Charlie, ne pas publier des photos des attentats de Nice, de l'attentat de Nice, qui sont vraiment insoutenables. Euh, et tu te dis, voilà, est-ce que c'est jusqu'où je vais dans la réalité de ce qui s'est passé. Hmm. Ce ne sont pas des photos inventées, elles sont là, et là, c'est la réalité de ce qui s'est passé. Oui, Quand tu es dans un journal, quand tu travailles dans un bien journal, sûr. tu touches des gens qui ne sont pas venus chercher l'info que tu leur donnes. Hmm. Ils achètent le journal pour avoir l'horoscope, pour avoir les nouvelles du jour. Ils ne savent pas ce qu'ils vont tomber, Bien sur sûr. quoi ils vont Ouais. tomber. C'est ça la différence. Hmm. Donc, au début, tu travailles au Parisien. On te Ouais. fait écrire sur quel Au départ, sujet? je fais du journalisme local. Donc je travaille dans le service qui couvre l'actualité de Paris. Donc l'actualité municipale de Paris, parce que Paris, Hmm. ça reste quand même un territoire avec des journalistes localiers. Donc moi, je couvrais 2 arrondissements, Lesquels? le 16e et le 7e. Donc j'avais pas beaucoup de faits divers à mettre sous la dent, encore que d'ailleurs. Mais c'était intéressant parce que par exemple, tu vois, dans le 7e arrondissement, j'étais en charge de la Tour Eiffel. Et il se trouve que la Tour Grosse Eiffel, mais responsabilité. attends, mais tu rigoles, mais on ne se rend pas compte à quel point l'actualité de la Tour Eiffel, et il se passe plein de choses, encore faut-il Ok. parfois fouiller, mais j'ai donné un exemple, j'ai couvert un accident d'ascenseur à la Tour Eiffel qui avait été totalement passé sous silence par la direction, mais dont j'ai fini par avoir les détails, et ça a été un de mes articles les plus repris de ma carrière, parce que tout ce qui se passe à la Tour Eiffel touche le monde entier. Hmm. Hmm. Et donc, ce petit incident, qui n'était pas un petit incident d'ailleurs, qui était vraiment un truc. Heureusement, il n'y avait personne dans l'ascenseur, mais sinon, il y aurait eu des morts. Hein. Ça a été repris par des journaux en Indonésie. Il s'était passé quoi? Bah, il y a eu un ascenseur qui était vide, qui a chuté de 15 mètres. Les Euh, câbles ont.
C'était quoi quand ils se sont Oui, rompus? non, à l'époque, c'était une défaillance du système. C'était pas un câble qui s'est rompu. C'était une défaillance du système de freinage, si ma mémoire est bonne.